Donc, je vais vous parler des origines de l'écriture et plus particulièrement des écritures cunéiformes, puisque en tant qu'assyriologue, comme l'a dit Jean-Pierre, eh ben, mon travail est de déchiffrer les tablettes cunéiformes qui ont été trouvées au Proche et au Moyen-Orient. Alors, avant ça, juste pour replacer les choses, il y a eu 4 foyers d'invention d'écriture déconnectés les uns des autres. Et quand je parle d'écriture, bien sûr, c'est tout un ensemble de symboles pour noter une langue. Donc, quand on parle d'écriture, on parle de vocabulaire, de grammaire, de sémantique. On a trouvé aussi des graffitis, mais on n'a pas tout ça derrière, des graffitis très anciens, donc on ne peut pas parler d'écriture. Donc, il y a vraiment une limite à partir de laquelle on peut vraiment parler d'écriture. Alors, le premier foyer d'écriture, ben, justement, ça se passe en Mésopotamie, donc au Proche et au Moyen-Orient. Vous allez voir que c'est une invention qui se joue dans un mouchoir de poche avec les hiéroglyphes égyptiens. Donc, vers 3400 avant Jésus-Christ, on a la naissance de l'écriture dans toute l'histoire de l'humanité, puisque c'est la première, euh, dans le sud de l'Irak actuel. Et je parle des écritures cunéiformes parce que vous allez voir, ce sont des systèmes d'écriture qui ont été utilisés selon plusieurs systèmes logographiques, syllabiques, alphabétiques. Donc, on ne peut pas parler d'une seule écriture cunéiforme, on en a tout un ensemble. Alors, il faut retenir que ces écritures ont complètement disparu au deuxième siècle après Jésus-Christ, à peu près dans ces eaux-là. Et donc, on a tout oublié de leur existence. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième foyer d'écriture, en Égypte. Tout le monde connaît les hiéroglyphes qui ont été inventés en Égypte à peu près vers 3200 avant Jésus-Christ. Donc, quand je vous dis que ça se joue à un mouchoir de poche, c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux écritures cunéiformes. Les écritures hiéroglyphiques sont des écritures idéographiques, phonographiques, c'est-à-dire qu'il y a des sons aussi. Et puis, les hiéroglyphes égyptiens se sont simplifiés en hiératique et encore plus tard en démotique. Ça ressemble plus du tout au dessin d'origine, mais c'est bien le prolongement. De même que pour les cunéiformes, ça a totalement disparu, plus du tout été utilisé au 1er siècle de notre ère. Troisième foyer d'écriture en Chine, mais là vous voyez un décalage dans le temps parce qu'on passe quand même beaucoup de siècles avant d'arriver à l'invention de l'écriture en Chine, donc vers 3000, 1300 avant Jésus-Christ. On parle de sinogramme, c'est une écriture logographique comme l'écriture trouvée en Mésopotamie, mais à la grande différence de ce qu'on a en Mésopotamie ou en Égypte, on utilise encore cette écriture aujourd'hui. Donc finalement, si on regarde la longévité totale, ben, on n'est pas loin des autres écritures. Et puis le troisième foyer d'écriture, c'est en Amérique centrale et latine, en Mésoamérique plutôt, et ce sont les glyphes mayas. Et les glyphes mayas, on les date à peu près de 300 avant Jésus-Christ, et ils ont disparu, eux, bah, au moment des conquistadors arrivés sur le continent américain. Et c'est une écriture qui est à la fois logographique et syllabique, donc on l'appelle logosyllabique. Je vais vous définir ce que c'est qu'une écriture logographique rapidement. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler des écritures cunéiformes. Je vais vous parler des 3 systèmes d'écriture qui ont été utilisés, de toutes les langues qui ont utilisé ces écritures. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais aussi comment on les a déchiffrées. C'est vrai que c'est assez complexe. Alors pourquoi cunéiforme d'abord? Cunéiforme, c'est une appellation qui a été mise en, je veux dire, qui a été définie et inventée vers 1700 de notre ère à peu près, et c'est pour définir la forme des signes, c'est-à-dire en forme de, ça vient du latin et ça veut dire en forme de clou ou de coin. Et effectivement, si vous regardez l'image en haut à gauche, c'est une écriture qui est imprimée en négatif dans l'argile fraîche, et on a bien l'impression que ce sont des petits clous imbriqués entre eux qui forment des signes. Donc, on a différents types de clous, verticaux, horizontaux, tête de clou, clou oblique, et avec ça, on fabrique des signes. Si on la copie, alors c'est une écriture donc en relief, en 3D, en 3 dimensions, et si vous l'imprimez dans l'argile, c'est un geste, vous imprimez votre stylet, vous avez un clou. Si vous la recopiez sur le papier, c'est 3 gestes, ça prend 3 fois plus de temps. Et avant les photographies numériques, eh bien, les assyriologues copiaient les textes sur le papier. C'est un travail de très longue haleine. Dans mes premières années, j'en ai fait aussi. Je peux vous dire que c'est très très long. Et donc, c'est vraiment une écriture qui est pour la 3D, pas pour la 2D.
Alors, ce qui est amusant, c'est que je vous ai mis en bas comment on appelait cette écriture en langue sumérienne, puis en langue akkadienne, les Akkadiens ayant emprunté le mot au sumérien. Et en sumérien, ça se dit sanctak et ça veut dire triangle. Donc, comme nous, on l'a décrit en fonction de sa forme, déjà à l'époque de son invention, on la définissait en fonction de sa forme. Alors, cette écriture a été en usage dans une grosse partie du Proche et du Moyen-Orient. C'est la tache rouge que vous avez à l'écran. Vous voyez qu'elle s'étend jusque vers le centre de l'Anatolie, qu'on en trouve jusqu'en Égypte à Akhenaton. Pourquoi? Puisque les Égyptiens utilisaient les hiéroglyphes, il n'y a pas de raison qu'ils aient aussi utilisé les cunéiformes. Ben si, parce qu'au XIVe siècle avant Jésus-Christ, l'écriture cunéiforme et la langue akkadienne étaient la lingua franca internationale. Quand le pharaon voulait converser avec tous les rois du Proche et du Moyen-Orient, les Babyloniens, les Assyriens, les Mitanniens, les Hittites, il était obligé d'utiliser le cunéiforme et l'argile. Donc, Ael Amarna, qui est le nom euh, moderne du site Akhenaton, on a découvert dans les archives du pharaon tout un lot de 250 lettres écrites, diplomatiques, écrites en cunéiforme et en akkadien. À l'est, vous pouvez encore étendre un peu plus la tache rouge, puisqu'on a fait des découvertes récentes en Iran et on a trouvé d'autres sites avec des textes cunéiformes. Et vous voyez qu'on en trouve jusqu'à Bahreïn. Donc finalement, c'est une écriture qui a été très largement utilisée. Euh, et donc, on se dit assyriologue. Alors, c'est un peu erroné comme dénomination, parce que les premiers sites qui ont été découverts au milieu du 19e siècle, c'était les capitales assyriennes, d'où le nom de la discipline. Mais en fait, les assyriologues, c'est tous ceux qui travaillent sur l'histoire et l'archéologie de l'Orient cunéiforme, donc ils travaillent en fait sur une douzaine de langues différentes et pas seulement sur l'assyrien. On est à peu près 450 dans le monde à en vivre, c'est-à-dire qu'on est payé pour travailler, lire, déchiffrer et reconstituer l'histoire. Donc on n'est pas beaucoup, mais on couvre la planète. C'est une grande famille. Alors, ces textes cunéiformes étaient souvent sous la forme de petits coussinets en argile. Ils pouvaient avoir des dimensions importantes, mais souvent pas plus grandes que la taille de la main. Et vous voyez qu'il y a eu beaucoup de sites qui ont livré ces textes uniformes. Ma carte est réduite par rapport à celle de tout à l'heure, donc il faut bien sûr comprendre qu'on les tend à l'est et à l'ouest. Et vous voyez qu'il y a une grosse concentration de tablettes cunéiformes dans le sud de l'Irak. Évidemment, c'est là qu'est née l'écriture. Les plus anciennes viennent de la ville d'Uruk, ici. Et ça s'est diffusé vers le nord, vers l'ouest, puis vers l'est. Et pour vous donner une idée, nous n'avons mis sur cette carte que les sites qui ont livré au minimum 500 tablettes cunéiformes. C'est les toutes petites tablettes, entre 500 et 1000. Les moyennes, c'est entre 1000 et 10 000. Et les plus grandes, c'est plus de 10 000 tablettes. Parfois, ça va jusqu'à 30 000 sur un seul site. Donc, vous comprenez qu'on a énormément de textes qui ont été conservés. On compte qu'on en a quasiment 1 million, peut-être un peu plus, on ne sait pas, hein, parce qu'il y en a encore beaucoup à étudier, à déchiffrer, à publier. Mais donc, on a énormément de textes, et puis il y en a malheureusement beaucoup sur le marché des antiquités, puisqu'on travaille dans une région du monde qui est en guerre depuis plus de 40 ans. Récemment, le régime de Damas est tombé. On ne sait pas quel sera le futur de la Syrie, mais avant ça, il y avait il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu l'invasion américaine en Irak, il y a eu, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de tablettes sur le marché des antiquités, ce qui est bien sûr assez dramatique, parce qu'une fois que vous avez des tablettes sorties de leur contexte archéologique, on a perdu la moitié des informations qu'on pouvait avoir sur ces documents. Alors maintenant, je vais vous parler de la redécouverte, puisque je vous ai dit qu'à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, on a tout oublié de de ces écritures cunéiformes, de ces civilisations qui avaient occupé le Proche et le Moyen-Orient dans l'Antiquité. Et donc, je vais vous expliquer comment on a redécouvert ces civilisations et comment on a déchiffré les écritures cunéiformes. Alors, qu'est-ce que on savait de ces civilisations à partir du moment où on a oublié complètement leur existence et même qu'ils avaient une écriture? Eh bien, on avait quelques petites notions, d'abord par les livres de la Bible, et en particulier les livres des rois, puisque dans les livres des rois, on trouve les noms des quelques souverains de l'Empire assyrien, de l'Empire babylonien. On entend les noms de Assurbanipal, de Nabucodonosor, etc. Et puis surtout les villes,
parce que les villes avaient impressionné par leur gigantisme. Ninive, Calar, dans la Bible, c'est des villes monstrueuses. Puis bien sûr la tour de Babel, donc la ville de Babylone. Euh, et puis on avait aussi quelques notions par les auteurs grecs. Et alors le problème, c'est que les Grecs, en commençant par Hérodote, ont mélangé un peu la Syrie et la Babylonie. Donc ils nous ont créé des figures hybrides de souverains ou de souveraines qui ont un peu compliqué aussi le travail des historiens qui sont arrivés plus tard. Par exemple, donc d'abord vous avez, et puis plus tard, au moment des phénomènes de l'orientalisme, au XVIIe, XVIIIe siècle, on a aussi la création, et ça a beaucoup inspiré, donc ce qui était dans la Bible et les auteurs grecs ont beaucoup inspiré les lettrés, les peintres, etc. Donc vous avez des pièces, à propos de Nabucodonosor, vous avez 38 opéras sur Sémiramis. Sémiramis, c'est une reine qui n'existe pas. C'est une synthèse entre peut-être Shamurammat, qui était une des reines d'Assyrie, avec une autre reine babylonienne. Donc, elle n'existe pas. Et puis, vous avez ce tableau de la croix qui égorge ses femmes et ses chevaux. Donc, vous avez une idée de comment on percevait les souverains assyriens, de Sardanapale, qui est un roi qui n'existe pas. Pareil, c'est encore une synthèse entre plusieurs souverains. Donc, voilà à peu près ce qui nous restait de ces grandes civilisations du Proche et du Moyen-Orient. Donc, pas grand-chose. Et puis, vers le 12e, les tout premiers voyageurs qui ont commencé à aller fréquenter la région, voir ce qui se passait sur place, curieux par les éléments qu'ils avaient justement dans les récits, commencent à aller là-bas. 12e siècle, pas grand-chose. Il y a un, un rabbin qui va se promener là-bas, qui voit pas grand-chose, mais qui pense voir trouvé Babylone, bon, qui fait un rapport, un récit. Mais c'est surtout au XVIIe siècle que ça commence. Et au XVIe siècle, c'est Pietro della Valle, ce sera ma prochaine diapositive. Mais sur celle-là, je voulais vous montrer la différence entre les sites qu'il y avait en Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, mais un peu plus large, et un peu plus loin en Iran. Pourquoi? Parce que, enfin, voilà, il n'y a pas de pierre vraiment à proprement parler en Irak. Donc, on construit avec de la brique d'argile crue. La brique d'argile crue, ça fond aux intempéries. Donc, on reconstruit ça fond, puis on reconstruit. Et finalement, ça fait des tels ou des collines de terre. Et c'est vraiment pas spectaculaire. Quand vous comparez ça aux pyramides égyptiennes, ça impressionne pas beaucoup les gens. Par contre, si vous allez un petit peu plus loin en Iran, à Persépolis, là-bas, ils construisaient en pierre. Donc, on a retrouvé, ça c'est le palais de Darius, très impressionnant, avec des colonnades, avec des murs en pierre. Alors, on a fait quelques constructions royales en pierre en Irak, en Mésopotamie, mais les pierres étaient importées de très loin. Donc, c'était un travail extrêmement fastidieux. Donc, pour vous dire que voilà, ça n'a pas beaucoup marqué les esprits, les ruines archéologiques qu'il y avait à cette époque-là dans cette région. Alors, je vous ai mis ici le portrait de M. Karsten Niebuhr. C'est un mathématicien danois qui accompagne une expédition en Irak, enfin en Mésopotamie, à la toute fin du XVIIIe siècle, danoise, avec des botanistes, etc. C'était l'époque où on envoyait des expéditions pour aller relever la faune, la flore, l'histoire, la géographie, etc. Et il tombe nez à nez avec des inscriptions qui sont à Persépolis, et comme c'est un mathématicien, il va compter le nombre de signes. Et ça va être la base, la fondation pour les tout prémices des tout débuts du déchiffrement. Mais je vais y revenir. Alors, les fouilles commencent quand exactement? Eh bien, les fouilles commencent en 1840-42, et ce sont des diplomates qui se mettent à fouiller sur leur propre denier, parce qu'ils n'ont pas de subvention d'État ni quoi que ce soit. Donc, le premier diplomate français à Mossoul, qui était Paul-Émile Botta, dont vous avez le portrait ici, décide de commencer des fouilles en 1842 sur le tel Kuyunjit. Il ne sait pas quelle ville il est en train de fouiller. En fait, c'était l'ancienne Ninive, mais il ne le savait pas. Et il ne trouve pas énormément de choses, il ne doit pas fouiller au bon endroit. Et donc, il arrête, il va un petit peu plus loin l'année suivante et il va fouiller sur le site de Khorsabad. Et là, il a la main beaucoup plus heureuse puisqu'il découvre le palais et la ville neuve créée par Sargon II au 7e siècle avant Jésus-Christ, un des rois de l'Empire assyrien. Alors, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de photographie, hein, ça n'existait pas encore. Donc, les diplomates archéologues se faisaient accompagner par des peintres, des sculpteurs qui relevaient, qui faisaient des peintures. Donc là, vous avez en haut la découverte du palais de Sargon II par le consul Paul-Émile Botta.
Alors, il y avait une rivalité à cette époque-là pour maîtriser la route vers les Indes entre les Français et les Britanniques. Et donc, en même temps que Paul-Émile Botta va fouiller euh, à Kuyunjik puis à Khorsabad, Henri Austin Layard, que vous voyez là vêtu à l'oriental, eh bien, va 2 ans plus tard reprendre le site de Kuyunjik que Paul-Émile Botta avait abandonné. Lui aussi était un diplomate. Il a beaucoup de casquettes. Et lui met la main sur le palais de Sennacherib à, à Ninive. Enfin, il ne sait pas que c'est Ninive à l'époque. Alors ça, là, on est au milieu du 19e siècle. Vers la fin du 19e siècle, à partir des années 1870-80, on va descendre dans le sud de l'Irak. Et là, au lieu de trouver des vestiges du premier millénaire avant Jésus-Christ qui correspondent à la période qui est évoquée dans la Bible ou les sources grecques, quand on descend vers le sud de l'Irak et qu'on commence à fouiller dans le sud de l'Irak, on va remonter dans des civilisations beaucoup plus anciennes, troisième millénaire avant Jésus-Christ, voire fin du quatrième millénaire. C'est un Français qui fouille à Tello. Ici, vous voyez des fouilles. Alors, c'est des fouilles en grand. Malheureusement, comme les gens construisaient en briques d'argile crue, que la terre, c'est de la terre, donc les briques, c'est de la terre, dont de la terre, eh ben, ils n'avaient pas vraiment de notion d'archéologie et ils passaient à travers les murs. Donc, il n'y a aucun relevé d'architecture pour l'époque. Ils ont juste trouvé des objets. Donc, c'est un peu des objets déconnectés du contexte. C'est un vrai drame pour l'archéologie d'aujourd'hui. Mais ce qui les intéresse, c'est plutôt les objets, donc des reliefs sculptés, des statues, etc. Alors là, ils mettent la main sur les civilisations des Sumériens, qui est effectivement la plus ancienne des civilisations documentées dans la région. Et puis, au tournant, toute fin du 19e, tout début du 20e, arrivent les Allemands. Et c'est la grande chance pour l'archéologie, parce que les Allemands ne sont plus des diplomates ou des aventuriers, ce sont des architectes. Et donc, eux vont réussir à découvrir les contours des des murs de briques d'argile crue et vont réussir à les dégager. Et donc, du coup, on a des plans magnifiques faits par ces Allemands. Et heureusement, les Allemands fouillent la ville de Babylone, la ville d'Achour, la ville d'Uruk, donc des villes extrêmement importantes pour l'histoire de la région. Puis arrivent les Anglais, les Américains, pardon, les Anglais étaient déjà là. Alors on avance dans le temps et on arrive entre les deux guerres. Et là, c'est le temps des mandats français en Syrie au Liban et du mandat britannique en Irak. Et c'est à cette époque-là qu'on commence à définir et à construire et à mettre en place des musées localement. Avant, tout alimentait le British Museum et le musée du Louvre. Mais à partir de ce moment-là, on a des services des antiquités locaux, ben on commence à faire un partage en deux. Donc, chaque site qui est fouillé, on partage les antiquités. Une part reste localement pour alimenter les musées locaux et l'autre part va alimenter les musées européens et américains. Alors, c'est très intéressant si vous lisez l'autobiographie d'Agatha Christie parce que en seconde noces, elle avait épousé un archéologue très célèbre qui s'appelait Max Mallowan et qui fouillait en Syrie et en Irak. Et elle l'a beaucoup accompagné sur ses chantiers de fouilles. Et donc, dans son autobiographie, elle raconte comment se faisait la division. Elle explique le moment crucial, la division est presque arrivée. À la fin de chaque saison, le directeur du service des antiquités vient en personne ou bien il délègue quelqu'un afin de diviser en deux lots les objets trouvés sur les champs de fouilles. En Irak, il passait en revue chaque pièce l'une après l'autre et cela pouvait prendre quelques jours. En Syrie, la méthode de travail est bien plus simple. On laisse à Max, donc son mari, le soin de partager deux objets, les objets en deux lots de valeur égale. Ah, évidemment, Max Mallowan trichait un peu. Il mettait des objets très tape à l'œil dans le lot qu'il voulait qu'ils restent sur place. Et les objets les plus intéressants, bah, il mettait des trucs cassés avec. Et comme ça, il était sûr de repartir avec. Bon, c'est comme ça que ça se passait. Alors, il y a deux romans d'Agatha Christie qui se passent aussi dans cette atmosphère de fouille. Et je vous recommande celui Meurtre en Mésopotamie parce qu'elle décrit la vie sur un chantier de fouilles. Alors, c'est un chantier de fouilles imaginé, hein, Yarmia, qui mélange des choses irakiennes et syriennes, mais elle fait un sort à la chef de chantier avec laquelle elle ne devait vraiment pas s'entendre, et on la reconnaît derrière sa description. Passons à des choses plus sérieuses. Donc, à partir du moment où on commence à fouiller, on commence à découvrir ces choses écrites sur les bâtiments. Alors au début, il y a beaucoup de débats pour savoir si c'est des éléments décoratifs, une écriture, etc. Mais quand même. Alors le premier qui commence à penser qu'il s'agit d'une écriture, c'est Monsieur Pietro della Valle, qui parcourt la région
qui parcourt, qui va à Babylone, à Our, c'est moi qui fais du bruit, je bouge trop, euh, et qui copie quelques signes. Voilà les toutes premières copies qui arrivent en Europe de signes. Et il imagine déjà que c'est une écriture, et même, il imagine déjà que c'est une écriture qu'on écrit de gauche à droite. Alors là, il était allé très très loin. Alors vous avez deux types de textes. Vous avez ceux gravés dans la pierre, comme ce que vous avez en haut, et puis ces milliers, millions ces centaines de milliers de tablettes d'argile dans lesquelles vous avez des signes écrits. Alors ça, c'était les premières copies qui arrivent en Europe, mais le premier objet qui arrive en Europe et à Paris, euh, à la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des médailles où il est toujours aujourd'hui, c'est le caillou Michot. Michot était un botaniste et il avait accompagné une expédition française au Proche et au Moyen-Orient. Et il rapporte cette pierre qui est pas plus haute que ça, hein, c'est pas très grand, et qui est, vous voyez, écrite sur une partie de sa surface avec des symboles sur le dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez reconnaître le Capricorne à la rangée du haut. Donc, il y a des symboles et des signes du zodiaque. Et alors, cet objet commence déjà à faire couler beaucoup d'encre parce que les savants se disent, bon, ben, si c'est une écriture, il va falloir essayer d'en faire quelque chose et de la lire. Et ce caillou, une copie est publiée dès 1802. Et la même année, Monsieur Anton Liechtenstein, qui est un Allemand et qui affabule complètement, en propose déjà une traduction. Et sa traduction, mais la plus farfelue qu'on puisse trouver. Alors, je vous passe ces explications qui sont extrêmement fumeuses, mais il a reconnu dans ces signes du koufik. Le koufik, c'est l'ancêtre de l'arabe avec ses belles courbes. C'était une écriture carrée, mais comme ça ne ressemble pas du tout à koufik, il dit, en fait, ils ont rajouté plein de signes pour cacher que c'était du koufik. Enfin bref, mais le pire, c'est sa traduction. Donc, je vous en mets qu'un tout petit bout. Il l'a traduit en latin parce que ça faisait plus savant. J'ai traduit en français. Femmes qui portaient des vêtements de deuil, écoutez les ordres que je vous donne. L'infortune est présente aux yeux de tous tant que nous sommes. La faiblesse, ne l'oubliez pas, et le partage des femmes. Trop souvent, vous êtes aveugles sur vos propres fautes. Nous vous recommandons aujourd'hui solennellement la morale qu'enseigne notre croyance afin que nos ordres soient obéis. C'était un pasteur. Bref, rien à voir avec la réalité, puisqu'en fait, c'est tout simplement un texte qui explique la dot offerte par un père à sa fille et qui date du XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc en fait, il décrit le terrain que sa fille va recevoir en mariage. C'est beaucoup plus prosaïque. Donc voilà, on est passé par beaucoup de choses avant d'arriver à essayer de comprendre quelque chose à ces signes cunéiformes. Alors, vous rappelez l'histoire de Champollion qui déchiffre les hiéroglyphes égyptiens. Il a sa pierre de Rosette sur laquelle il y a des hiéroglyphes égyptiens, du hiératique, ce qui est une forme simplifiée des hiéroglyphes, et du grec. Donc Champollion, il fait face à un texte trilingue où on sait de quoi ça parle puisqu'on sait lire le grec. Il y a plein de bilingues et de trilingues au cunéiforme, mais plein. En particulier, euh, déjà en Iran, quand Karsten Niebuhr est allé là-bas avec son expédition danoise, d'ailleurs c'est le seul qui est rentré vivant, malheureusement à l'époque on mourait facilement en voyage, il avait compté déjà les signes dans un texte trilingue. Donc il a vu, il y avait un texte où il y avait peu de signes différents, puis dans les autres il y en avait quand même beaucoup. Donc on a des trilingues, mais le problème c'est que nos trilingues elles sont cunéiformes, cunéiformes, cunéiformes. On n'est pas dans la même situation que Champollion. Donc, Carstanibourg compte les signes différents qu'il y a dans le texte le plus simple et il dit qu'il y en a 40 différents. On doit avoir affaire à un alphabet, la logique. Très bien. Dans les autres, il y en avait 300 différents, 350, 400 différents. C'était beaucoup plus compliqué. Alors, on sait que ces inscriptions qui ont été vues à Persépolis date de la période des Achéménides. Les rois achéménides sont mentionnés dans les écrits des Grecs. On a entendu parler des rois Darius, Xerxès, Cyrus, etc. Donc on connaît leurs noms. Donc on sait que ces inscriptions datent entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et c'est un jeune latiniste allemand qui s'appelle Georg Grotefen, il n'a même pas 25 ans, et il s'attaque à cette version la plus simple. Et d'abord, il arrive à réaliser plusieurs choses. D'abord, puisqu'on sait que c'est les rois achéménides, il dit que ça doit être du vieux perse. Le vieux perse, on ne le comprend pas vraiment encore, mais quelques années plus tôt a été publié l'Avesta,
en français. Et il se dit, ça doit être une langue proche de la langue originale de l'Avesta. Donc, il avance comme ça. Après, il se dit, c'est des textes qui sont gravés sur des palais, des monuments. Donc, forcément, ça a à voir avec des textes royaux. Et on doit trouver les noms des rois et on doit trouver leur titulature, c'est-à-dire roi, roi des rois, grand roi, fils de roi, grand roi, etc. Donc, il cherche les mots roi, il cherche les mots fils, il cherche les noms propres, Darius, Xerxès, et il identifie 15 des 40 signes. C'est un pas énorme. Malheureusement, les gens sont très sceptiques. Il n'est pas beaucoup suivi et très dépité, il abandonne. Il arrête là. Et celui qui va poursuivre le travail, c'est un militaire britannique qui s'appelle Henry Rawlinson. Donc, il est militaire et en plus, il a été beaucoup sur le terrain. En plus, il est sportif. Il va aller au rocher de Behistun. Vous voyez l'inscription qui est pointée tout là-haut. Alors, vous avez des Iraniennes qui le visitent en bas. C'est à 100 mètres du sol sur une paroi à pic. Donc, il s'accroche à la paroi pendant des journées et des journées et il copie le texte. Et il copie le texte et du coup, il a un texte qui est très, très, très long. Il y a beaucoup plus de textes que n'avait Grotefend. Donc là, vous voyez en fait le relief au milieu, c'est Darius qui est en train de recevoir tous les rois qu'il a vaincus. Et tout autour, bah, c'est un texte qui raconte les victoires nombreuses du roi Darius. Vous avez une version en vieux perse, effectivement, avec cet alphabet, entre guillemets, vieux perse. Puis vous avez des versions dans d'autres langues, avec un système d'écriture beaucoup plus compliqué. Donc, grâce à ce très très long texte, Rawlinson va compléter le travail de Grotefend et on peut enfin lire les textes en vieux perse. Et maintenant, on se retrouve dans la situation de Champollion. C'est-à-dire qu'on comprend de quoi parlent les textes, on peut aller s'attaquer aux autres. Alors, pour les autres textes, ben, en fait, les savants vont commencer. Donc, ils remontent dans le temps. Le vieux Perse, c'est 6e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ils vont s'attaquer au deuxième système d'écriture qui semble le plus commun, celui qui est aussi très présent sur les tablettes d'argile, et qui, en fait, va être nommé akkadien. Alors, je vous passe les détails parce que c'est une très longue histoire et j'y serai encore demain si je fais les détails. Mais vous avez 4 savants, 3 Britanniques et un Français d'origine allemande, né à Hambourg à l'origine, qui pensent au milieu dans les années 1850, avoir beaucoup avancé sur le déchiffrement de cet idiome, l'akkadien, qui est une langue sémitique, et donc comme étant une langue sémitique qui est apparentée à l'arabe, l'hébreu, le fonctionnement global, la structure globale de la langue, bah, finalement, c'est un peu plus facile parce qu'on connaît la structure des langues sémitiques. Donc, ces 4 savants, je vais vous les présenter. En haut à droite, bah, vous connaissez déjà M. Rawlinson, puisque c'est lui qui a fini le déchiffrement du vieux perse. En bas, c'est Jules Aupert, donc c'est lui qui est arrivé depuis l'Allemagne, puis l'Autriche, puis à l'époque, on pourchassait déjà les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir un poste académique, donc il s'est mis à enseigner l'allemand dans l'Est de la France avant d'arriver à Paris et de travailler sur ces textes cunéiformes. Alors lui, il a eu un handicap dans l'histoire que je vais vous raconter après, parce que comme il travaillait en français, il a dû après traduire son travail en anglais, mais je vais y venir. En haut, Edward Hinks, c'est un pasteur d'un village en Irlande. Il n'a jamais quitté sa paroisse, il n'est jamais allé sur le terrain. Ben, c'est un très grand savant. Il a fait des progrès dans les déchiffrements des hiéroglyphes égyptiens après les travaux fondateurs de Champollion. Et donc, il s'intéresse au cunéiforme. Et le plus original, c'est Henry William Fox Talbot, puisqu'il s'intéresse aux maths. Il a au moins, oui, 2 équations qui portent son nom. Il a un cratère de la Lune qui porte son nom. Il a des plantes qui portent son nom. Donc, il s'est intéressé vraiment à tout. Et en plus, il a développé le calbotype ou talbotype, qui est la possibilité de reproduire en positif des négatifs à l'infini. Alors, c'est lui qui va contacter la Société royale britannique pour leur dire, écoutez, on est plusieurs à travailler depuis pas mal d'années. On pense qu'on a avancé beaucoup dans le déchiffrement, mais ça serait peut-être bien de faire un test. Alors, la Société royale britannique dit bah, pourquoi pas. On vient de trouver un objet inscrit, un prisme en argile, qui vient de la ville d'Achour. On va vous envoyer une copie à ces 4 savants. Vous allez travailler séparément, chacun dans votre coin, vous ne communiquez pas. Et puis, dans 2 mois, 3 mois, chacun, vous nous renvoyez votre traduction en anglais, souplissez-les. Personne ne communique. Donc, c'est ce qu'ils font.
Et puis le 25 mai 1857, une commission spécialement nommée va ouvrir solennellement les quatre enveloppes et comparer les traductions. Eh ben, ça correspond plus ou moins, à peu près. C'est-à-dire que donc Opère, il a dû traduire depuis l'allemand, le français vers l'anglais, donc peut-être que c'est un peu. Et puis finalement, la plus éloignée, c'était encore celle de Fox-Talbot, mais tous étaient d'accord sur le sens général du prisme du roi Tiglath-Pileser, un roi assyrien. Donc, c'est assez unique dans le monde, c'est que pour les déchiffrements de l'acadien écrit en cunéiforme, on a une date qui est le 25 mai 1857. C'est assez rigolo. Voilà. Alors, bah, on n'a pas fini parce que c'est de loin pas la seule langue qui est écrite en cunéiforme. Et les savants, en travaillant de plus en plus sur les textes, se disent, mais finalement, ce n'est pas des Sémites qui ont inventé le système d'écriture. Donc, il faut qu'on remonte encore dans le temps. On va remonter encore plus loin dans le temps. Et alors là, il y a un gros débat. Je vous passe totalement sur arien, pas arien, sémite, qui a inventé l'écriture, des sémites ou des non-sémites. Donc, il y a un gros, gros débat. Mais on remonte dans le temps et en fait, on va déchiffrer le sumérien qui sont, en fait, on pense la population à l'origine de l'invention de l'écriture, qui parle une langue qui n'a rien de commun avec aucune famille linguistique connue aujourd'hui. Et on arrive à déchiffrer le sumérien grâce à des ouvrages d'écoliers. Quand même assez rigolo. En fait, c'est parce que les Sumériens inventent l'écriture vers 3400 avant Jésus-Christ. Ils parlent une langue donc agglutinante, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît par ailleurs. Et en 2000 avant Jésus-Christ, cette langue devient une langue morte. Elle n'est plus parlée. Mais elle va être écrite encore pendant 2000 ans, comme nous, on pratique encore le latin et le grec, parce que comme c'est les inventeurs de l'écriture, que c'est un système qui est drôlement pratique, ben on va utiliser quelques-uns de leurs signes avec leurs mots derrière. Et donc, les pauvres petits scribes qui vont à l'école pendant 2000 ans doivent apprendre le sumérien, quoi qu'il en soit. Et donc, au début, ils apprennent des listes de signes avec leur lecture en sumérien. Et puis, plus on s'éloigne de cette date de 2000, plus c'est difficile de se rappeler ce que c'était que le sumérien. Et donc, ces listes vont devenir bilingues, sumérien-acadien. Et donc, c'est grâce à tous ces dictionnaires bilingues à l'attention des écoliers que les savants ont pu redéchiffrer le sumérien. Alors, après, ça va assez vite. Donc, Jules Aupert, qui avait participé au déchiffrement de l'acadien, appelle le sumérien sumérien parce qu'il trouve des textes où on nomme les rois de Sumer et d'Akkad. Dès 1873, François Lenormand publie la première grammaire en sumérien et dès 1905, François Thureau d'Angin publie les premières inscriptions royales sumériennes et akkadiennes. Donc vous voyez qu'on est allé relativement vite. Alors après, on a des déchiffrements qui continuent puisqu'on a 12 langues différentes au moins qui ont utilisé ces systèmes cunéiformes. Donc, je vais vous les passer rapidement en revue, quelques-unes, pas toutes. En Iran, on parlait à cette époque-là l'élamites. Et sur les trilingues de Persépolis, donc il y avait une version en vieux perse, il y avait une version en babylonien. Alors, babylonien, c'est un des deux principaux dialectes de l'akkadien. L'akkadien, c'est la langue sémitique parlée au troisième millénaire. Au deuxième millénaire, on a deux dialectes. Dans le nord, l'assyrien, dans le sud, le babylonien. Donc, c'est les deux principaux dialectes de l'akkadien. Et en Iran, on parlait l'élamite. Et donc, sur ces trilingues perses, il y avait de l'élamite. Alors, l'élamite, c'est une langue qui est parlée entre 2500 avant Jésus-Christ et à peu près 330, l'arrivée d'Alexandre, en fait. Et pour certaines phases de l'élamite, on a réussi à le déchiffrer. Pour d'autres phases, on est encore en train de se battre avec l'élamite. Le hittite, alors le hittite, c'est une langue indo-européenne. C'est la première langue indo-européenne écrite. Donc, c'est notre famille de langues, hein. Le français, c'est de l'indo-européen. Et c'est M. Bedřich Hrozný, qui était un savant tchèque, en 1920-25. Il commence à lire phonétiquement, à lire les syllabes qu'il y a sur ces textes, et il lit watar, et il se dit, ah ben tiens, ça ressemble à water, ah ben ça veut dire eau. Et c'est comme ça qu'il a déchiffré le hittite. Alors après, dans la région est, donc le hittite s'est parlé en Anatolie, en Turquie. Dans la région est du côté du lac de Van, on parle l'ourartéen au premier millénaire. Et l'ourartéen s'est déchiffré dans les années 1930. Et puis, dans le nord de la Mésopotamie, au deuxième millénaire,
surtout on parle le rourite, qui est une langue affiliée à aucune famille linguistique aujourd'hui. Et ça, c'est déchiffré à partir de 1985 grâce à une bilingue rourite-hittite. Voilà. Et c'est toujours en cours de déchiffrement. Donc, c'est pour vous dire que finalement, on a beaucoup de langues qui ont utilisé ces écritures cunéiformes. Je vous ai mis une liste quasi exhaustive à droite, et vous voyez qu'on a des langues isolées, des langues sémitiques, des langues indo-européennes. Donc, ça a été assez complexe quand même pour déchiffrer toutes ces écritures. Et c'est toujours en cours de déchiffrement, parce que quand je vous dis qu'on a 1 million de textes, on en retrouve encore chaque année. Donc, on est toujours en train de déchiffrer des textes chaque année qui permettent d'avancer plus loin dans la reconstitution de l'histoire de toute cette région. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas tout de voir les déchiffrements, mais comment exactement ces écritures fonctionnent. Donc, si je récapitule ce que je vous ai expliqué, cette fois-ci, je vais partir dans l'autre sens, je vais partir du plus ancien pour arriver vers le plus récent. Donc, vous avez le sumérien qui est noté par un système de logogrammes. Logogramme, c'est un mot très général qui veut dire que pour chaque signe, on a une correspondance avec un mot ou une idée. Alors, ça, c'est dès la fin de 3400 avant Jésus-Christ. Ensuite, arrive dans la région une population qui s'appelle les Akkadiens. 2600 avant Jésus-Christ, ils arrivent dans la région, ils n'ont pas d'écriture. Donc, ils vont emprunter l'écriture des Sumériens, mais au lieu de garder le sens des logogrammes, ils vont prendre le son. Or, les mots sumériens, un peu comme les mots chinois, sont plutôt courts, souvent monosyllabiques. Pas que, mais il y en a beaucoup. Et donc, à chaque signe va correspondre un son, une syllabe. Et donc, les Akkadiens vont décomposer leurs mots en syllabes. Donc, ils vont avoir autant de signes que de syllabes dans un mot. Donc, si vous réfléchissez en sumérien, un signe par mot ou par idée, ça veut dire plus d'1 millier de signes minimum pour écrire quelque chose. Quand vous passez à une écriture syllabique, vous avez besoin de 150 signes à peu près pour écrire quelque chose. Alors, en fait, ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, en avançant encore un peu dans le temps, on a 2 tentatives d'alphabet. J'ai tentative, c'est des alphabets qui ont bien fonctionné, mais seulement sur un siècle ou deux, pas plus. Et c'est toujours le système syllabique qui s'est imposé, curieusement. Parce qu'on aurait tendance à dire, plus l'écriture est simple, plus elle devrait s'imposer. Aujourd'hui, on a 26 lettres, c'est quand même drôlement pratique. Donc, les 2 alphabets, je vais y revenir tout à l'heure, il y en a un à Ugarit, 13e-14e siècle, mais à la même époque, dans le même lieu, on écrivait aussi en akkadien syllabique. Et c'est l'akkadien syllabique qui a persisté. Et l'autre alphabet, c'est le vieux perse. Mais c'est l'élamite syllabique qui a persisté, le vieux perse a disparu. Alors, comment ça fonctionne? On va repartir aux origines, donc à l'invention des Sumériens. Si je suis honnête, quand je parle d'écriture cunéiforme, ça ne s'applique pas à 3400 avant Jésus-Christ, parce qu'à cette époque-là, en fait, ils dessinaient. Il y avait des petits dessins. Ce n'était pas du tout du cunéiforme. Donc ici, vous avez le signe du poisson. En 3400 avant Jésus-Christ, c'est un poisson. Et puis à l'époque, ils écrivaient en colonne. Mais très rapidement, au bout de quelques siècles, l'écriture a fait un quart de tour vers la gauche et ils se sont mis à écrire de gauche à droite. Et très rapidement, je peux vous le dire pour l'avoir pratiqué moi-même, c'est très difficile d'écrire des courbes sur de l'argile parce que ça fait de la matière qui part dans tous les sens. Et donc très rapidement, on a simplifié ces courbes en segments de droite. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la forme de petits clous. Et donc, vous avez donc ça, c'est 3400. Ça, c'est déjà avant, au tournant fin 4e millénaire. Après, vous avez le signe au 3e millénaire, signe à la fin du 3e millénaire, début du 2e millénaire, signe au début du 1er millénaire, signe dans la deuxième moitié du 1er millénaire. Qu'est-ce qui reste du poisson? Peut-être une nageoire, peut-être, si on veut bien la voir. Donc, vous voyez qu'au début, ces signes cunéiformes n'avaient rien de cunéiforme. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je vous ai dit, il faut beaucoup, beaucoup de signes pour écrire le sumérien, puisque c'est un signe par un mot ou une idée. Donc là, par exemple, vous avez le signe de la tête. La tête, ça se dit sag en sumérien, et ça ressemble à une tête. Le trait, c'est les yeux. Ça représente les yeux. Alors, ça fait beaucoup de signes. Donc, on va essayer de simplifier, de ne pas mettre autant de signes que nécessaire. Donc, vous pouvez assurer une partie
du signe pour mettre le focus dessus. Donc, si je assure la partie qui est entre mes yeux et mon menton, ben, je trouve la bouche, les dents, le nez, la parole, le cri, parler, tout ça. Donc, finalement, ce signe-là peut correspondre à tout ça. Et à chaque fois, on va le lire de façon différente en sumérien. Ça veut dire que le signe est polyphonique. Il a plein de valeurs. Donc, ce n'est pas évident de s'y retrouver et c'est à la personne qui déchiffre un texte de choisir la bonne valeur pour que le texte ait du sens. Alors, une autre solution pour ne pas avoir autant de signes, c'est de combiner des signes entre eux pour trouver un nouveau sens. Par exemple, si je mets la tête avec un morceau de pain, ça va vouloir dire manger. Donc là, je n'ai pas besoin de créer un nouveau signe. J'ai juste combiné deux signes. Alors, le problème, c'est, puisque je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de mots très courts en sumérien, bah, du coup, il y a beaucoup de mots qui peut-être se prononçaient pas de la même façon. Vous savez qu'en chinois, il y a des tons, peut-être que c'était pareil en sumérien, on ne sait pas, mais qui s'écrivent différemment. Donc là, je vous ai mis le début de la liste des signes qui s'écrivent, qui se prononceraient d'où quelque chose. Nous, on ne sait pas les prononcer, on a mis d'où 1, d'où 2, d'où 3, d'où 4, d'où 5, et ça va jusqu'à d'où 26. Donc, outre la polyphonie, dont je vous ai parlé au-dessus, le sumérien a aussi beaucoup d'homophones, c'est-à-dire des signes qui vont se prononcer à peu près de la même façon. Donc, vous imaginez la complexité pour lire un texte sumérien. Alors après, je vous ai dit que les Akkadiens avaient emprunté les sons des signes sumériens et qu'ils décomposent leurs mots en syllabes pour écrire leur langue. Donc, par exemple, en akkadien, le mur, ça se dit dourou. Donc, ils vont prendre le signe sumérien dont le son est doux, et puis le signe sumérien dont le son est roux, et ça va leur faire deux signes pour écrire le mur en akkadien. Donc, c'est uniquement l'usage du son des signes. Alors, évidemment, ça serait super si ça s'arrêtait là. Mais comme les mots qui reviennent très souvent, bah, ils ne vont pas s'embêter à faire plein de signes, ils vont reprendre le logogramme sumérien. Donc, en fait, ils mélangent syllabes et logogrammes. Je vous donne un exemple que vous avez sur ce texte ici. En rouge, j'ai mis ce qui se lit en sumérien, un logogramme, donc un signe, un mot, et en noir, ce qui se lit en akkadien. Et en fait, les textes, ils sont comme ça. Il y a un mélange des deux. Donc ici, c'est rouge, c'est Kishib en sumérien, ça veut dire le sceau. Donc le sceau de M. Ashurnada qui a imprimé. Après, il y a Doumou, ça veut dire le fils. Alors en akkadien, le fils, c'est Marou. Il aurait fallu deux signes. Ils ont préféré en mettre un. Et puis, il y a le don du papa. Et puis, en dessous, vous avez Kiship, So, Monsieur Pouzourachour. Et lui, il a, après deux signes, il est Doubsar. Ça veut dire qu'il est scribe. Alors, Doubsar en sumérien, Doub, c'est la tablette, et Sar, c'est aller vite et droit. Ça veut dire, en fait, écrire. Et en akkadien, il aurait fallu écrire Tup Charutum. Ça faisait cinq signes. Donc, il a préféré mettre les deux signes du sumérien. Donc, en fait, on a un mélange en akkadien qui n'est pas toujours très simple. Donc, si vous vous trouvez face à un signe dans une tablette écrite en akkadien, je vous ai pris le signe qui représente une petite étoile, qui est le signe du dieu en sumérien. Alors, c'est le signe du dieu, mais aussi le signe qui sert à écrire le ciel. Donc, si on le lit en sumérien, c'est ce qui est en bleu. On peut le lire An, le ciel. On peut le lire Dingir, le dieu. Mais on va aussi se servir de ce signe pour mettre avant tous les noms de Dieu, pour dire attention, c'est un petit déterminatif qui va vous dire ce que vous allez lire après, c'est un nom de Dieu. Donc, on a ces trois possibilités en sumérien. Mais on a aussi des possibilités en akkadien pour le même signe. On peut le lire phonétiquement An, puisque j'ai dit qu'ils utilisaient le son des signes sumériens, on peut le lire phonétiquement An. Et puis aussi, comme Dingir se traduit par Ilum en akkadien, on peut le lire Il directement. Donc vous voyez que quand on est face à un signe dans une tablette en akkadien, on a N possibilités pour le lire. Donc là encore, la syriologue doit faire des choix. Alors après, je vous ai parlé de l'existence de deux alphabets. Donc l'alphabet ougaritique, l'ougaritique, c'est une langue ouest-sémitique qui était parlée dans la ville d'Ougarit, sur la côte méditerranéenne, en Syrie aujourd'hui. Et cet alphabet avait 30 caractères, uniquement des consonnes. Donc là, vraiment, on se retrouve dans le cadre des langues sémitiques. Là, en arabe, en hébreu, vous n'avez pas de voyelles qui sont écrites, ou alors avec des points et des petites annotations à côté. Mais alors, ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'à Ougarit, on a trouvé des abécédaires, les signes de leur alphabet dans l'ordre. Ça, c'est vraiment sympa. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le vieux perse, le vieux perse, on en a parlé. Hein. Donc, c'est ce qui a permis de déchiffrer et de commencer le déchiffrement des cunéiformes. Alors, je vous ai dit qu'ils écrivaient sur des petites tablettes d'argile.
Ça, c'est l'archive sur laquelle je travaille. Il y en a un millier comme ça. Je travaille sur une archive privée qui a été découverte au centre de la Turquie, à côté de Kayseri. Et vous voyez que mes petites tablettes ont toutes les couleurs. Ben, parce qu'en fait, le bâtiment dans lequel elles se trouvaient a brûlé. Et donc, en fonction de la place des tablettes par rapport au centre du feu, elles ont pris des couleurs différentes. Donc, au milieu du feu, elles sont blanches. Un peu plus au bord, elles sont devenues noires. Parfois, elles sont bicolores. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, les scribes écrivent sur de l'argile, les scribes ou les gens lettrés. Parce que moi, je travaille sur une population de marchands qui, beaucoup sont lettrés et leurs femmes aussi. Donc, c'est très intéressant. Alors, voilà comment on lit un texte cunéiforme. Je vous ai pris un exemplaire ici, c'est une enveloppe, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, on lit de gauche à droite. On va lire, on va écrire partout sur la face. Quand la face est pleine, on tourne la tablette d'un quart de tour sur un axe horizontal. Je vous rappelle que le papier, pardon, je vais aller trop loin. Le papier, on le tourne sur un axe vertical, la tablette sur un axe horizontal. On remplit la tranche de 3 lignes. On tourne la tablette sur le revers. On remplit tout le revers. On tourne la tablette sur la tranche supérieure, encore 2, 3 lignes. Puis les lignes d'écriture ont dépassé sur la tranche droite, mais il y a encore de la place sur la tranche gauche. Et donc, on peut encore mettre 5 ou 6 lignes sur la tranche gauche. Parfois, c'est très petit, c'est difficile à lire. Alors ici, vous avez une représentation de script. Ça, c'est au premier millénaire. Au premier millénaire, dans le royaume assyrien, en fait, on se met, vers 900 avant Jésus-Christ, on parle de plus en plus araméen en Mésopotamie. Et donc, quand le roi demande à ses scribes d'écrire, parfois il demande à une paire de scribes qui écrivent sur 2 supports différents, avec 2 écritures différentes. Donc ça, c'est intéressant. Le premier, il a une tablette d'argile dans la main, il va écrire en cunéiforme et en assyrien, donc un dialecte de l'akkadien. Le deuxième, il écrit à l'encre sur du papyrus. Vous voyez le papyrus qui retombe au-dessus de sa main. Et il écrit avec l'alphabet araméen. Malheureusement, les papyri ont tous disparu. Il n'en reste rien. Donc, heureusement que l'argile est restée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les archives royales du premier millénaire assyrienne, eh ben, on a des niches où il y avait les rouleaux de papyrus. Et puis, comme c'est difficile d'aller identifier ce qu'il y a dedans, en fait, les archivistes mettaient des petites étiquettes d'argile avec quelques signes cunéiformes pour expliquer de quoi parlait le papyrus. Alors, on a les étiquettes d'argile, mais tout le reste perdu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé plein de tablettes scolaires. Ce qui est quand même curieux, parce que normalement, on ne garde pas les écoliers, les cahiers d'écoliers. On ne garde pas les tablettes d'écoliers, parce que ce sont des exercices. Mais curieusement, pour le début du deuxième millénaire en particulier, on a retrouvé des lots entiers de tablettes scolaires, parce qu'elles servaient, ces tablettes ont servi de pièces de construction. Donc, en fait, elles étaient fichées dans le mur pour caler des trous ou encore servi à construire des bassins. Et donc, dans des endroits où on enseignait, on a réutilisé les textes scolaires. Parce que sinon, en fait, on ne les gardait pas. Il y avait toujours, dans la place où il y avait le maître qui enseignait à 2, 3 élèves, une jarre avec de l'argile et de l'eau. Et donc, l'élève puisait dans la jarre de quoi faire sa tablette, faisait son exercice, montrait au maître qui corrigeait. Et puis, une fois que c'était fini, ben, il remettait l'argile dans la jarre et recommençait. Donc, il n'y avait vraiment pas besoin de garde. Mais on a gardé et on s'aperçoit que pendant 2000 ans, les petits scribes qui allaient aller auprès d'un maître pour apprendre à lire et à écrire, ils apprenaient le sumérien, donc pas leur langue, hein, la langue morte, et les mathématiques. C'était les 2 matières principales. Alors, le cursus scolaire pu être complètement reconstitué grâce à des tablettes scolaires où sur une face, l'élève répétait de mémoire la leçon de la veille et sur l'autre face, il marquait la leçon du jour. Et grâce à ça, on a reconstitué tout le cursus. Alors au début, les scribes apprenaient à former leurs tablettes. Parfois, elles étaient lenticulaires parce que ça va plus vite. On fait une boule, on aplatit. Parfois, elles étaient rectangulaires. Et puis, ils faisaient des lignes de clous verticaux, horizontaux, tête de clou, etc. Ben oui, il fallait apprendre à manier son stylet correctement. Après, ils apprenaient les syllabes par cœur, ça c'est pour écrire en akkadien quand même. Donc tout atibou, babinou, nani, etc., etc. Et puis après, ils apprenaient en parallèle les nombres, à écrire, à compter. Alors là, c'est un système, nous on est en base 10, eux ils étaient en base 60. En base 60, il y a plein de diviseurs, c'est super pratique pour faire des calculs. Et le seul problème, c'est que dans un système additionnel comme le leur, il faut beaucoup de signes pour aller jusqu'à 59 avant de recommencer à 60. Nous, on va de 1 à 9 et puis à 10, on reprend le 1.
Eux, ils allaient de 1 à 59, et puis à 60, ils reprenaient le 1. Alors le 1, c'est un clou vertical, et ils avaient une sous-base 10 pour un peu alléger le système. Et donc le 10, c'est un chevron. Et avec un système additionnel, donc pour écrire 59, ils mettaient 5 chevrons et 9 clous, en les regroupant toujours par 3, parce qu'il ne faut pas, quand même pas les compter un par un, sinon on devient fou. Donc il faut que ce soit visuel. Et donc, vous voyez, là, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, deuxième ligne, 6, 7. 7, on passe à 3 rangées, 8, 9, et puis après 10, 20, 30, 40, 50 et 65 clous verticales. Ah oui, puisque c'est la même chose que 1. On recommence. Alors, ce qui est important, c'est un système aussi qui est positionnel, c'est-à-dire que si vous écrivez d'abord le chevron et après le signe vertical, ce sera 10 plus 1. Mais si vous écrivez d'abord le signe vertical et après le chevron, ça soit 60 plus 10. Donc, la position des signes compte. C'est très important. Et aujourd'hui, on a hérité de ce système sexagésimal, hein, pour l'heure. Une heure fait 60 minutes, une minute fait 60 secondes. Ça vient directement de chez eux. Et pour la division du cercle en 360 degrés. Alors, le cursus, donc, en parallèle, mathématiques et... ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, ils apprenaient... Non, ça vient après. Le cursus, donc, en parallèle, ils apprenaient les maths et le sumérien. Donc, ils recopiaient d'abord les listes de signes élémentaires, les listes de signes plus compliquées, donc les logogrammes sumériens, etc. Dans un deuxième temps, avec leur prononciation, puis leur traduction. C'est grâce à ça qu'on a déchiffré le sumérien. Puis ensuite, ils recopiaient des proverbes et des modèles de contrats. Ah oui, parce que les gens allaient les voir pour écrire des contrats. Contrats de mariage, mais aussi contrats commerciaux et autres. Et puis, ça, c'était le niveau élémentaire. On ne sait pas combien d'années ça durait. Puis, niveau avancé, eh bien, ils copiaient des grands textes. Et puis, en parallèle, donc, les mathématiques, ils apprenaient les mesures de capacité, de poids, de surface, de longueur, puis les tables de multiplication, mais en base 60. Ensuite, les tables d'inverse, les tables de carré, de racines carrées, voire de racines cubiques. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Et puis, ils étaient initiés au calcul. Alors, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Donc, la Mésopotamie, une civilisation d'écrit, vraiment, ils écrivaient tout. Donc, nous, on classe aujourd'hui les textes par catégorie, mais c'est un classement tout à fait moderne. On a les textes officiels, donc tout ce qui est produit par le pouvoir royal. On a tout ce qui est grande littérature. Vous avez certainement entendu parler de l'épopée de Gilgamesh et de l'histoire du déluge, qu'on a déjà dans nos tablettes cunéiformes. Et puis, tout ce qui est texte savant. Donc, on a des cartes, cartes du monde, planisphère. On a des textes mathématiques avec plein de problèmes de géométrie, avec plein de petits dessins géométriques, des diagrammes, etc. Et puis, on a tout ce qui est texte de la pratique, c'est-à-dire texte à un usage immédiat. Donc, les contrats, les lettres, tout ce qui est administration dans les palais, les temples, ça génère énormément de documents. Et tout ça, c'était archivé. Archivé sur des étagères de bois qui ont disparu, donc les tablettes se sont fichées dans le sol, ou dans des niches, ou dans des pots. Et donc, on retrouve des archives entières, aussi bien dans les palais et les temples, mais aussi chez les particuliers. Alors, pour résumer tout ce que j'ai dit avant de vous passer à un exemple pratique, parce que je voudrais vous amener sur la science d'aujourd'hui. Donc, le cunéiforme, c'est une technique très ingénieuse, hein. Moi, j'ai fait ça avec des maternelles. C'est très facile d'imprimer un clou dans l'argile. Le seul problème, c'est retenir tous les signes. Ça, c'est sûr. Et les textes ont survécu au temps, puisqu'ils étaient argile crue séchée à l'air, mais parfois cuits quand il y a eu des incendies. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de textes à étudier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes travaux que je fais avec des physiciens en Allemagne, parce que je travaille sur des lettres, de la correspondance privée, et les lettres étaient envoyées sous enveloppe d'argile. Ah oui, comme aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie que les gens lisent votre courrier, donc on envoyait les lettres sous enveloppe. Et sur l'enveloppe des lettres, ben, il y a le nom de l'expéditeur, du destinataire, et le déroulé du saut-cylindre de l'expéditeur, et c'est tout. Donc tout ce qui est dedans, si l'enveloppe est conservée, n'est pas lisible. Alors normalement, quand les lettres arrivaient à destination, ben, le destinataire cassait l'enveloppe pour lire la lettre. Donc on pouvait avoir accès à la petite lettre qui était à l'intérieur. Mais on ne sait pas pourquoi, sur le site sur lequel je travaille en Turquie, il y a des centaines de lettres encore enfermées dans leurs enveloppes, soit qu'elles sont arrivées à destination quand les destinataires avaient déménagé, étaient morts, étaient partis ailleurs, ou encore que certains ont fait des copies des lettres qu'ils envoyaient.
ils gardaient leur copie. Alors, c'est très frustrant comme situation. Il n'y a pas tellement de procédés pour avoir accès aux lettres à l'intérieur des enveloppes, si ce n'est la tomographie. Le problème, c'est que les scanners tomographiques, vous avez tous vu ça dans les hôpitaux, ça pèse plusieurs centaines de tonnes, donc ce n'est pas déplaçable. Et le second problème, c'est que les tablettes ne sortent pas des musées. Donc là, vous avez une équation qui n'est pas possible. On peut pas s'en sortir. Du coup, avec les collègues allemands, eh ben, on a conçu, enfin ils ont conçu, parce que ce n'est pas mon domaine, un scanner tomographique très haute définition et transportable pour pouvoir aller dans les musées analyser ces tablettes qui sont enfermées dans leurs enveloppes. Alors ils l'ont appelé Enki du nom du dieu sumérien de la sagesse et de l'intelligence. Pour Extracting Non-Destructively Cuneiform Inscription, alors la tomographie, ben, c'est un tube à rayon X qui va envoyer les rayons à travers la matière qu'on veut analyser. Alors pour traverser une brique d'argile, il faut que ce soit très puissant quand même. Et puis l'ensemble doit être très compact puisque ça doit circuler. Et en fait, c'est un appareil modulaire qui se démonte comme un puzzle 3D. Donc, je vous passe les détails techniques. Ce que je veux vous montrer, c'est les résultats. Alors, on va essayer de démarrer la vidéo. Voilà. Donc, vous mettez la tablette dans la chambre qui est calibrée sur les plus grandes tablettes enfermées dans leurs enveloppes. La tablette est sur un socle qui pivote, monte et descend. Et vous voyez déjà la première image là à travers. Vous voyez les contours de la tablette à l'intérieur de son enveloppe. Donc, ça, c'est déjà assez magnifique. Après, donc, la tomographie va envoyer les rayons pour faire des tranches de 15 microns sur toute la surface, toute la hauteur de la tablette. Donc, voici l'image d'une tranche. C'est un film très accéléré, hein. Et puis après, il va falloir remonter toutes ces tranches ensemble pour remonter les tomogrammes par tablette. Et puis là, vous voyez qu'en fait, parfois, il y a une fine couche, mais c'est tout petit, la couche d'air entre la tablette et la surface de la tablette et l'intérieur de l'enveloppe, mais parfois, c'est collé. C'est quasiment impossible. Et voilà le résultat, l'accès direct à la tablette qui est enfermée dans son enveloppe. Donc, voilà à quoi on s'amuse ces deux dernières années. Et on a fait une mission On a fait une mission cette année au musée du Louvre et en septembre et octobre, nous étions à Ankara. Oui, vous voyez qu'il y a quantité de lettres qui sont enfermées dans leur enveloppe. Et j'étais là-bas avec une équipe de 7 ingénieurs, informaticiens, physiciens, parce qu'en plus, il faut faire après tous les algorithmes et les logiciels pour être capable de séparer les deux couches qui sont très fines et d'arriver. Alors, voilà, là, par exemple, c'est une lettre d'une femme à son mari qui lui explique bah, tu m'as dit d'aller récupérer l'argent auprès de monsieur machin. J'ai été 3 fois lui dire qu'il devait rendre l'argent, mais il m'a dit bah, je ne le rendrai pas à toi, mais à ton mari quand il reviendra. Bon, très bien. Euh, Là, les physiciens ont appelé cette tablette la tablette enceinte. Vous voyez qu'elle a une bosse. Et en fait, il y avait 2 pages à l'intérieur. Donc, il fallait en plus séparer la tablette principale du petit supplément qui était posé dessus. Donc, c'était encore plus un challenge pour les physiciens. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est on a accès non seulement au texte qui est à l'intérieur, mais à la composition, toutes les inclusions qui sont dans l'argile. Alors, c'était des gens qui utilisaient l'écriture au quotidien et qui ne s'inquiétaient pas de nettoyer leur argile par l'éligation, etc. Donc, ils prenaient l'argile et ils écrivaient. Et donc, c'est bourré de choses à l'intérieur. On a des graines. Donc, du coup, on voit l'environnement dans lequel ils écrivaient. C'est plein de petits cailloux, de graines, même d'escargots. Donc, c'est assez amusant de voir tout ce qu'on peut trouver. Et puis, on peut analyser, donc, comme ça, les techniques de fabrication de la tablette, de l'enveloppe. Alors, parfois, curieusement, d'habitude, c'est toujours la même argile, mais là, vous voyez que l'enveloppe n'a pas du tout été faite au même moment que la tablette, peut-être même ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est beaucoup plus propre, nettoyée d'impuretés. Et puis, on voit les techniques de fabrication de l'enveloppe qui sont très complexes. Moi, ça fait des années que j'en fais, mais jamais j'avais imaginé qu'il y avait autant de couches d'argile pour entourer autour des tablettes. Donc, voilà à quoi on s'amuse et voilà l'équipe. Et l'appareil, une fois en boîte, ben voilà la surface que ça prend. Donc, c'est vraiment transportable. Bon, la plus lourde fait quand même 100 kilos et il n'y a pas d'ascenseur. Donc, quand même, ça a été dur à porter. Mais au final, on a pu. Alors, si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, il y a un petit film sur les écritures cunéiformes en ligne. Et puis, l'été dernier, Stéphane Foucard, journaliste au Monde, a fait une série d'articles justement sur le site sur lequel je travaille et qui est accessible en ligne. Je vous remercie. 31.